Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est la quatrième partie de la suite de vidéos sur FreeRTOS. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu le fonctionnement du scheduler et surtout des interruptions et donc leur lien avec le scheduler et comment le déclenchement d'une interruption va influer sur le scheduler. Alors, on va reprendre le support du MOOC de ST sur le scheduler. Donc le scheduler, il a deux modes de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement, ces deux modes, vous devez choisir l'un ou l'autre. Donc c'est le mode coopératif ou le mode préemptif. Et ce mode de fonctionnement, vous devez le définir une bonne fois pour toutes à la création du projet. Vous ne pouvez pas changer le mode de fonctionnement du scheduler en cours de route du programme. Alors, pour les étudiants de SM57, on ne va pas se le cacher, on va plus travailler avec le mode préemptif, bien que je vous laisse totalement libre du mode que vous voulez utiliser, puisque vous allez voir, on peut très bien faire du coopératif avec des interruptions, il n'y a aucun souci. Donc le mode coopératif, qu'est-ce que c'est? Le mode coopératif, c'est le mode le plus simple, dans le sens où lorsqu'une tâche est exécutée, elle ne s'arrêtera que si elle en fait la demande dans le code, c'est-à-dire dans le code vous mettez un yield. Un yield, c'est une fonction, donc sur SMSIS, c'est la fonction OSThreadYield. En fait, ça indique au FreeRTOS que cette fonction demande à être que la tâche demande à être libérée, c'est-à-dire à arrêter d'être exécutée, et elle va repasser en mode ready. Et comme ça, on peut passer à une autre tâche. Donc on peut passer d'une tâche à une autre avec des yields comme ceci. Également, on peut utiliser la fonction OSDelay qui est un yield, mais un petit peu plus avec un délai en fait. C'est un yield couplé à un délai. C'est-à-dire que ça va yield, ça va donner l'information au scheduler de se déclencher et donc de changer l'exécution pour une autre tâche, mais il ne va pas rechoisir celle-ci avant un délai que l'on peut exprimer en millisecondes. Et puis bien sûr, dans le code, vous pouvez suspendre la tâche à tout moment, où là, elle ne sera plus du tout exécutée par le scheduler. Donc ce mode de fonctionnement coopératif, pour le faire, il faut configurer en mettant use preemption à 0 dans CubeMX. Alors l'autre mode, c'est le mode préemptif, c'est celui qui est un petit peu plus intéressant, je trouve, puisque en fait, il part un petit peu du même principe que le mode coopératif, sauf que dès qu'une tâche de plus haute priorité devient ready, eh bien, il y aura une préemption, et donc le scheduler pourra mettre en pause la tâche en cours pour aller exécuter la tâche qui est plus prioritaire. Alors, concernant les interruptions, eh bien, les interruptions peuvent être utilisées en préemptif et en coopératif, okay. Et en fait, en utilisant les interruptions et en codant les interruptions intelligemment, on peut très bien faire du préemptif à partir faire de la préemption par interruption à partir d'un OS qui est défini en coopératif. Donc, au final, qu'est-ce que c'est? Le scheduler, c'est ni plus ni moins un algorithme qui va déterminer quelle tâche va être exécutée par le microprocesseur. Donc il va prendre toutes les tâches qui sont ready et parmi celles qui sont ready, eh bien, il va prendre les plus prioritaires les unes après les autres. Donc je vous rappelle que FreeRTOS est basé sur un système de tourniquet, round robin en anglais, et donc ce qui fait exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'à un certain moment, le scheduler se déclenche et choisit la tâche active la plus prioritaire. Quand je dis à un certain moment, le système du tourniquet ou round robin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'un timer qui est configurable avec tick rate Hertz. De base, il est réglé à 1 milliseconde dans l'architecture graphique de CubeMX. Donc, vous pouvez le changer. Hein. Et en fait, toutes les millisecondes, le scheduler se déclenche et fait ou pas un changement de contexte. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux interruptions et la connexion de FreeRTOS avec le hardware, les périphériques. Puisque je vous rappelle que FreeRTOS, ça ne gère que le logiciel, ça ne gère pas les périphériques du microcontrôleur. Donc, quelles sont les interruptions qu'utilise PicOS? On l'a vu dans la partie numéro 1, il y a SVC Interrupt qui est déclenché une seule fois, qui en fait sert à démarrer l'OS. On va dire ça comme ça, grosso modo. Ça sert à démarrer le scheduler.
hein, je vous les mets ici. Dans ce petit graphique, on voit qu'on le déclenche qu'une seule fois tout au début de démarrage de l'OS, et lui il sert à démarrer le scheduler. Et ensuite le scheduler il est appelé automatiquement à chaque fois qu'on a pendsv qui se déclenche. Donc l'interruption pendsv, vous pouvez voir ça comme le scheduler, le code du scheduler. Et cette interruption est liée à un timer qui est le systic timer. Donc à chaque fois que le systic timer sonne, qui est défini par tickrate hertz dans l'interface graphique, eh bien ça va déclencher l'interruption pendsv, et donc ça peut changer de contexte, donc passer de la 1 à la 2, à la 1, à la 2, etc. de tâches, dans cet exemple ici. Mais ceci, ce sont des interruptions de FreeRTOS. Il y a également tout type d'interruptions, vous en connaissez beaucoup puisqu'on en a déjà vu en CAN, en LIN, etc. Ces interruptions-là ne font pas partie du système d'exploitation. Ces interruptions-là, elles sont en dehors du système d'exploitation. Et donc, faites très attention, quand vous rentrez dans ces interruptions, vous n'êtes plus dans FreeRTOS. Donc, suivant les interruptions, vous ne pouvez plus utiliser FreeRTOS. Il y a 255 niveaux d'interruption, de priorité d'interruption dans le STM32F407 et dans tous les STM32. FreeRTOS ont des niveaux de 191 à 254. À partir du moment où vous programmez une interruption avec une priorité entre 0 et 191 d'un périphérique, vous êtes en dehors de FreeRTOS. Bien entendu, il y a quand même une API qui permet de déclencher, enfin une API qui permet de programmer certaines fonctions de FreeRTOS, et notamment dans l'API CMSIS, en dehors de ces fonctions. Sinon, vous ne pourriez pas donner d'informations au système d'exploitation quand vous avez par exemple une réception d'une tramcan et une interruption qui se déclenche, ou une interruption sur l'UART. Donc on va quand même avoir une petite API qu'on peut appeler depuis les interruptions. Ce sont toutes, dans FreeRTOS nativement, ce sont toutes les fonctions qui se terminent par from ISR. From ISR, vous pouvez les utiliser en dehors, si je puis dire, de FreeRTOS, et donc vous pouvez les utiliser dans les fonctions d'interruption, pardon. Donc sur le CAN, sur l'UART, etc. Alors ce qui est bien en utilisant CMSIS, c'est que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à savoir est-ce que vous êtes dans une interruption, est-ce que vous êtes dans l'OS, et donc choisir la fonction qui va bien. En fait, SMSIS, il remplace les fonctions from ISR par la fonction de CMSIS. Donc la fonction de CMSIS, je prends un exemple, on va prendre l'exemple de message waiting ici. Message waiting, il existe un équivalent dans l'API de FreeRTOS. Il y a deux équivalents. Il y a UXQ message waiting et UXQ message waiting from ISR. Il y a deux fonctions différentes. Et suivant où vous êtes, vous devez appeler l'une ou l'autre. Et bien quand vous utilisez CMSIS, vous ne cassez pas la tête avec ça. Vous appelez tout le temps celle-là, et CMSIS est capable de faire la différence et d'appeler la bonne derrière, et ce qui va bien. Donc au final, vous pouvez, alors faites attention, vous ne pouvez pas utiliser toutes les fonctions de CMSIS partout. Vous ne pouvez utiliser les fonctions de CMSIS que si elles sont compatibles avec les interruptions. Et c'est le tableau que je viens de vous mettre ici. D'accord ? De toute façon, toutes les fonctions CMSIS renvoient un paramètre de type statut, et il suffit de regarder s'il y a une erreur sur ce statut, et s'il y a une erreur sur ce statut, il y a une erreur qui est explicite, qui dit vous ne pouvez pas exécuter cette fonction depuis une source d'interruption, une routine d'interruption, pardon. Donc au final, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, lorsqu'on crée notre projet, vous allez travailler comme d'habitude. Si vous voulez travailler avec l'UART, avec le CAN, avec le LIN, vous allez déjà initier le CAN, le LIN, l'UART, comme ce dont vous avez besoin. Programmez vos interruptions. Configurez le CPU. Donc ça, c'est fait via CubeMX. Hein. Configurez toutes vos variables globales dont vous avez besoin en dehors de l'OS. Et puis les initialiser. Configurez le CAN, le LIN, tous vos initialisations, et après vous lancez l'OS, donc vous créez les queues, les sémaphores, les mutex, vous créez les tâches et vous lancez le système d'exploitation. Donc voilà en fait votre fichier main de votre projet, à quoi il va ressembler. Petite remarque ici, je vous ai mis les temps de CPU, les temps de cycle CPU que ça prend à peu près
pour lancer le système d'exploitation. Quand je dis lancer le système d'exploitation, c'est créer toutes les sémaphores, les queues, les mutex, les tasks, et ensuite lancer le scheduler. Alors, une dernière petite chose dont je voudrais vous parler, c'est à propos du scheduler, c'est si jamais il n'a pas de tâche à exécuter. Donc par exemple, il y a 2 tâches. Lui, son temps de cycle, c'est 1 milliseconde, et ces 2 tâches, en 1 microseconde, elles ont fini de s'exécuter. Donc les 999 autres microsecondes, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il n'y a rien du tout. Eh bien, en fait, ce que vous allez faire, ce qu'il existe, c'est qu'il y a une tâche qui est un petit peu cachée, qui s'appelle l'idle task, et en fait, c'est la tâche où on ne fait rien du tout. Alors cette idle task, elle existe vraiment, hein, c'est une tâche. Même si vous ne la déclarez pas comme une tâche à proprement parler, il y a une fonction qui s'appelle port task function qui existe, qui permet d'accéder à cette tâche. Et en fait, c'est important, pourquoi? Parce que, ce qui est important, c'est si vous voulez l'utiliser, vous pouvez, et on va l'utiliser de 2 manières généralement. On va y associer un hook pour savoir quand est-ce qu'on rentre dedans. Parce que quand on rentre dedans, ça veut dire que le microprocesseur, il fait rien. Donc notre code, finalement, il est peut-être pas si optimisé que ça, parce que on pourrait l'optimiser encore plus. Donc soit le charger avec plus de tâches, etc. Soit réduire le temps de cycle pour que ça aille beaucoup plus vite. Et puis l'autre chose, c'est au contraire, c'est si vous voulez économiser de l'énergie et endormir le microprocesseur quand il fait rien. Donc quand il fait rien, c'est quand? C'est quand il n'a pas de tâche à effectuer. Et quand il n'a pas de tâche à effectuer, il effectue la tâche idle. Donc dans la tâche idle, si vous programmez le mode qu'on appelle tickless, pour faire de l'endormissement, et dans la tâche idle, vous pouvez lui demander d'aller s'endormir. Faites attention quand vous l'endormissez, vous renseignez-vous dans la documentation, puisqu'il y a certains timers comme le SysTick qui ne fonctionnent plus. Donc, du point de vue de l'API pour le scheduler, vous allez utiliser donc OS kernel start qui va lancer le scheduler, en fait qui lance le système d'exploitation, qui lance FreeRTOS. Donc ça c'est de l'API CMSIS que vous allez utiliser. Enfin en fait c'est généré automatiquement, ne vous inquiétez pas. Et derrière en fait ça appelle la fonction qu'on appelle task start scheduler. Alors, qu'est-ce que ça fait, Task Start Scheduler? Ça va créer la tâche idle, comme je vous l'ai dit. Donc, ça va créer une tâche qui s'appelle idle. Ça va désactiver toutes les interruptions. Ça va lancer le scheduler et après, ça réactive les interruptions. Et puis là, une fois que le scheduler est lancé, il y a la première tâche qui s'exécute. Et puis, c'est parti. Votre système d'exploitation est lancé. Donc, ça va, pour lancer la première tâche, on appelle Private Port Start First Task. Et puis après, ça lance le fameux SVC. Et le fameux SVC va charger dans la mémoire le TCB de la tâche. Excusez-moi. Il va charger le TCB de la tâche et puis après, c'est parti. La tâche est lancée et puis avec PendSV qui va se déclencher régulièrement, on va redéclencher le scheduler afin de pouvoir faire les changements de contexte. Voilà. Je vous rappelle que le scheduler, il utilise une liste, un système de listes pour fonctionner. Donc vous trouverez des listes de tâches et vous trouverez certains modes. Par exemple, une liste où vous avez toutes les tâches qui sont en attente, une liste où vous avez toutes les tâches qui sont suspendues, toutes les tâches qui sont ready, etc. Attention, ces listes-là sont masquées de base. Donc vous pouvez y aller que dans certains modes de debug en faisant des hooks. Mais ça est totalement transparent pour vous, hein. C'est juste pour le bon fonctionnement du scheduler. Donc les fonctions API au final que vous pouvez utiliser, kernel start. Alors petite remarque, dans le STM32 et dans CMSIS, dans l'implémentation qu'il y a de FreeRTOS, il n'y a pas de kernel stop. Donc on ne stoppe jamais le FreeRTOS. Une fois qu'on a lancé le noyau, on ne le stoppe pas. Il y a OS kernel running. Est-ce que le noyau est en train de tourner? Et puis il y a kernel SysTick pour retourner la valeur du SysTick du timer pour savoir dans combien de temps le scheduler va s'exécuter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le scheduler et puis les interruptions. Donc la prochaine fois, on verra les tâches.